Merci. Monsieur le Président, à toi, je t'en prie. Merci beaucoup. Donc, je voudrais, en tant que président de l'Académie nationale de chirurgie, remercier l'Académie nationale de médecine de nous inviter. C'est la deuxième fois qu'elle nous invite pour présenter nos jeunes pépites de la chirurgie française. La dernière fois, le colloque avait été organisé par Richard Bonnet, qui s'est pas pu venir aujourd'hui. Je voudrais faire quelques réflexions sur la recherche en chirurgie. La recherche en chirurgie faite par les chirurgiens, et les jeunes chirurgiens en particulier, elle s'est finalement structurée à l'occasion de la sortie d'un décret qui a imposé une carrière universitaire avec un cursus particulier, notamment avoir un DEA. Et finalement, ce DEA, qui a été créé par le professeur Michel Huguet, DEA de sciences chirurgicales, a beaucoup apporté à la collectivité, parce que ça a canalisé nos jeunes chirurgiens, et puis ça a permis aussi de restructurer des plateaux techniques de recherche en chirurgie. Et donc les jeunes chirurgiens, finalement, ont pu accomplir leur cursus de mieux en mieux, avec des publications encore plus prestigieuses, et donc ça leur a donné du poids dans les commissions de sélection au sein de nos universités. Donc je pense que c'est très important d'accentuer sur ce point particulier. Je voudrais remercier Dominique Franco qui n'a pas pu être là cet après-midi, mais qui avait aussi repris le DEA national de sciences chirurgicales et qui, au sein de l'Académie, est toujours très actif dans l'organisation des prix. Et chaque année, on a toujours plus de candidats qui présentent des prix. Cette année, 54 candidats présentent des prix pour 8 prix qui vont être attribués la semaine prochaine. Donc je voudrais vraiment féliciter aussi les jeunes chirurgiens qu'on a vus ce matin, et chirurgiennes cet après-midi, pardon. Ils sont internes pour la plupart, et donc c'est vraiment impressionnant de voir votre niveau. Donc je vous remercie tous. Cher Président, je ne peux pas laisser passer cet instant sans te remercier toi, sans vous remercier vous, parce que ces 4 communications diverses selon les organes et selon les pathologies furent d'une démonstration de sobriété, d'étiquetage, de rapidité et de rigueur scientifique qui constitue un modèle. J'espère que vous reviendrez souvent, nombreux, et merci encore de cette belle séance. Mesdames, d'abord, messieurs, ensuite. Merci à vous. Alors, j'ai un perpétuel terrible qui n'oublie jamais de sortir son index un vengeur en me faisant remarquer que c'est à moi de prendre la parole. Je vous demande pardon parce que je vais essayer de gagner un peu de temps. Je pense à nous mettre à nous, qui s'appelle, messieurs et mesdames, SNCF. Et donc, nous devons être ponctuels. Cher Monsieur Carlo, si vous pouviez m'envoyer la diapositive, merci beaucoup. Merci beaucoup. Augustin Desgerine Kluge, né en 1859, disparu en 1927, donc à 67 ans, pionnière en médecine et féministe exemplaire, tel est le titre de l'ouvrage de Jacques Poirier, préfacé par Michel Fardot aux éditions Fiacre, Paris, février 2019. 318 pages. Pourquoi me précipitais-je vers Jacques Poirier dès l'édition de ce livre? Il me le dédicaça immédiatement et fort aimablement, trop aimablement d'ailleurs. Tout neurologue, neurochirurgien, neurobiologiste, même neuroradiologue et neuroanatomiste, ne peut que suivre la défense et illustration de cet ouvrage. Il compte le couple mythique
du savoir de l'encéphale dès sa publication en 1901 chez Masson. Il raconte, décrit et illustre ce que, chez le vivant, sans traumatisme, nous montre aujourd'hui l'image de résonance magnétique à 3 Tesla dès 2018, 118 ans plus tard. Notre émotion fut très vive, car il en va de l'anatomie de notre encéphale, dont tant de gens parlent, écrivent, et même pire, publient, comme il va de... publie Anatomie de l'Homo sapiens, Anatomie du corps humain, Alphabet de la médecine, disions-nous avant nos 200 ans de cette académie. Après hommage rendu au professeur Michel Fardot, qui offrit ses archives à la bibliothèque de l'Académie nationale de médecine sous le nom du fonds ADK pour Augustin Desjardins-Klumpke, le premier chapitre du livre de San Francisco à Paris via l'Allemagne puis la Suisse résume le parcours familial international puis européen de cette famille. Du XVIe au XIXe siècle, l'émigration allemande aux États-Unis d'Amérique précède l'émigration irlandaise, l'anglaise, puis la française. Avant 1871, Johann, c'est-à-dire John, ou Gerhard, ou Gerald Klumpke, fils de paysans catholiques hollandais, dont le père avait été à la bataille de Waterloo, et Dorota Matilda Tolley se rencontrent à San Francisco, aux États-Unis. Augustin naît en 1825 à Hanovre. Elle a 3 sœurs cadettes. Anna, l'aînée, portraitiste devenue amie de Rosa Bonheur, née en 1859 à San Francisco. Docteur en mathématiques, elle sera la première femme astronome. Matilda Klumpke, deuxième sœur, sera pianiste et Julia Klumpke deviendra violoniste. Ces 2 musiciennes virtuoses alors qu'elle-même devient l'une des premières internes des hôpitaux de Paris et rêve de médecine. Lors du German American Day de 1996, le président Bill Clinton rend hommage à ces 4 sœurs Klumpke. Elles ont enrichi la vie américaine par leur contribution à l'art, la médecine et l'astronomie. Le père ayant disparu, la famille arrive depuis Lausanne à Paris pour la rentrée universitaire de 1876. Augusta rêvant de médecine, alors que Paris venait juste d'être modernisé par un certain Barreau Haussmann de 1852 à 1870, de la construction de l'Opéra de Paris au bec de gaz. En octobre 1879, domicilié familialement au 180 boulevard Saint-Germain, Augustin se heurta au refus d'inscription d'Augusta en médecine du doyen Alfred Vulpian. L'homme était antiféministe, presque autant que Jules Ferry et presque autant que Gambetta. Le deuxième chapitre du livre, tout aussi dense, intitulé « Une idylle de 8 ans », 1880-1888, décrit la rencontre à l'hôpital de la Charité entre Jules Desjardins, tous ses errements sentimentaux et ses piles de lettres à Madame Mère comme à la jeune femme. 8 ans plus tôt, le 21 décembre 1871, l'assistance publique avait déjà refusé l'inscription d'une femme
au concours de l'externat des hôpitaux de Paris. Pourtant, Augustin arrive en première année de médecine, à l'heure des Robert Koch et d'un certain Louis Pasteur. Préparant le concours dans les conférences d'un certain Auguste Broca, Louis Ranvier au Collège de France, de Jean-Martin Charcot à la Salpêtrière, de Valentin Magnan à l'hôpital Sainte-Anne, puis chez Alfred Hardy à l'hôpital de la Charité, elle est finalement nommée externe en 1880. En fait, comme externe à titre étranger, ou même étrangère, à titre d'étrangère, excusez-moi, à la Clinique nationale d'ophtalmologie des 15-20, chez Antoine Fiesal, dont j'ai appris aussi l'histoire. Elle devient, je cite, jeune stagiaire américaine chez son futur mari, alors chef de clinique assistant, le docteur Jules Desgerines. Aux épreuves orales, 5 minutes de réflexion, plus 5 minutes d'exposé, elle planche sur anatomie de l'artère fémorale, où elle obtient la note de 18 sur 20, et en pathologie, sur signes et diagnostics de la péritonite aiguë, avec la note de 15 sur 20. Jules, lui, Desgerines, est devenu médecin des hôpitaux la même année, 1882, et sera nommé agrégé 4 ans plus tard. Reçu finalement 59e sur 262 avec avis favorable, mais pourtant avec interdiction de présenter le concours de l'internat et de s'y inscrire. Elle est en tout cas nommée externe étrangère, alors qu'une autre dame, Blanche Edwards, sera reçue 56e. En 1882, donc nommée externe au concours, Augustin prend ses fonctions le 1er janvier 1883. Elle vit au 185 boulevard Saint-Michel avec toute sa famille. Malgré pétitions d'internes des hôpitaux de Paris, de chirurgiens et de médecins, avec cette citation, je cite, d'un externe barbu subordonné à une blonde interne, fin de la citation, le ministre et le préfet de la Seine, Eugène Poubelle, signent l'arrêté et le décret du 14 août 1885 autorisant les femmes à participer au concours de l'internat. Le 7 octobre 1885, encore 3 mois, comme Blanche Edwards, elle s'y inscrit. C'est la même année qu'est vue la première vaccination contre la rage du petit Joseph Meister, le 6 juillet, et l'arrivée d'un certain Sigmund Freud chez Charcot, à la Salpêtrière, où il passera une année complète. Externe à l'Hôtel-Dieu, elle publie « Contribution à l'étude des paralysies radiculaires inférieures du plexus brachial avec myosis et rétrécissement de la fente palpébrale pour traumatisme scapulo-huméral et atteinte du rameau communicant du premier nerf dorsal, 14 cas. Ce futur syndrome de Desgerines-Klönke porte le nom britannique de Klönke paralysis. Le prix Godard de l'Académie de médecine, partagé de 1000 francs de l'époque, lui est décerné avant toute présentation à la Société française de neurologie, qu'elle n'obtiendra qu'en 1908. À son premier concours autorisé de l'internat des hôpitaux de Paris, elle obtient la meilleure note, 29 sur 30 à l'écrit, du 19 octobre 1885, sur le sujet « Circonvolution de la face convexe du cerveau », d'une part, et d'autre part,
signe de l'hémiplégie de Gaulle cérébrale. Ce 19 octobre 1885, sur c'est un concept éthique de Gaulle, pardon. Ce 19 octobre 1885, externe titulaire, donc devenu admissible à l'écrit de l'internat, sera admise à l'oral du 13 janvier 1887 sur le sujet rapport du rectum chez l'homme, d'une part, et fissure de l'anus, d'autre part. Elle est nommée externe titulaire, 16e sur 52. La grande presse russe, américaine et française salue l'exploit de, je cite, cette blonde aux yeux bleus, au teint pâle, au regard vif, à la taille élancée, sur lequel Calmette va ajouter, je cite toujours, avec les notes bien et très bien qui se donnent rarement, il y aura 20 femmes internes dans 2 ans, prédictives. Par sa haute instruction et son travail assidu, elle est parmi les meilleurs internes qu'un chef de service puisse désirer, écrit son patron, le docteur Balzer. Le 11 juillet 1888, à la mairie du 6e arrondissement, puis à l'oratoire protestant du Louvre, l'interne Augusta épouse le docteur Jules Desgerines, médecin des hôpitaux, son aîné de 10 ans. En ayant regardé ensemble au microscope des filets nerveux, je cite, pour une association féconde et douce, fin de la citation, écrit le Figaro. Alfred Hardy et Louis Landouzy en sont les témoins de ce mariage. Merci. 30 ans de vie commune, 1888 à 1917, sont le 3e chapitre, page 72. Léon Daudet écrit « La vue de ce couple dévoué au savoir austère imposait le respect et l'admiration. Bien sûr, ils partagent leur passé, celui d'un maître commun, Alfred Vulpian, chef de service à l'hospice de la Salpêtrière, et de son ami d'internat Charcot. Elle fut la stagiaire bénévole de son mari, l'externe puis l'interne de Vulpian, nous l'avons vu. Jules, passionné de la méthode anatomo-clinique, appliquée aux pathologies neurologiques, à l'anatomie de la 8e paire, de la 9e paire, de la moelle épinière, défenseur de Pasteur et de Joseph Babinski, laisse une œuvre scientifique considérable. Au quotidien, Augustin partage les innombrables élèves de son époux, qu'elle ajoute au sien, d'André Thomas à Gustave Roussy. Ils ont les mêmes amis, d'Alfred Hardy à Louis Landouzy, et donc de la famille Richet, dont Alfred et Charles, prix Nobel de médecine, aussi de Constantin von Bonaparte. Titulaire de la chaire de clinique des maladies du système nerveux à 62 ans, c'est-à-dire 1911, Jules Desgerines publie en 1895 un premier tome des Anatomies des centres nerveux avec son seul nom en couverture chez Masson. Le deuxième tome, en revanche, intitulé de l'anatomie des centres nerveux, sera publié avec celui de son épouse en 1901 dans Sémiologie du système nerveux. Jules, avec André Thomas, aura décrit l'atrophie oligoproto-cérébelleuse et avec Gustave Roussy, le syndrome thalamique de Desgerines-Roussy, les psychonévroses, son terrain personnel, l'aphasie, etc. Jules est couvert d'honneur. En vacances dans leur chalet suisse, qui porte le nom de Neurone, le couple assume la santé fragile de Jules, insuffisance rénale chronique et dépression, jusqu'à sa mort le 26 février
1917, excusez-moi. Dans l'œuvre scientifique d'Augustin, le 4e chapitre du livre, Jacques Poirier énumère les 58 titres de la bibliographie scientifique d'Augustin, ses 18 interventions de 1 à 37 pages de longueur, de 1885 à 1928, jusqu'à Anatomie des centres nerveux, qui offre la première référence mondiale de la neuroanatomie des faisceaux de la substance blanche encéphalique. Là réside la preuve histologique de la précision neurotractographique en IRM née de la diffusion. Celle que j'ai vécue auprès de ma propre épouse. 200 pages vont suivre la fratrie Augustin dans la Grande Guerre, la mémoire de Jules, sa postérité et sa fin de vie, l'exemple féministe d'Augustin et les eaux de l'ombre, chapitre qui veut répondre en 12 petits segments à plusieurs questions, telles la grande durée de ses fiançailles prolongées, sa supposée intervention chirurgicale d'appendicite chez sa propre fille. Bref, la bibliographie scientifique exhaustive précède un épilogue qui retrace en 60 pages le contexte neurologique français et étranger de l'époque. 35 illustrations et cahiers photographiques complètent agréablement l'ouvrage. Sa densité, son écriture et son importance en font un livre de chevet. Merci encore à l'auteur. Merci pour votre patience aussi jusque-là. Nous terminons en avant ce qui était vraiment pas écrit sur la queue du lapin. Je vous demande pardon en tout cas à tous les auteurs que j'ai pressés et compressés. Nous terminons 10 minutes avant l'horaire des trains prévus de 17h. Alors pardon à tous, merci encore pour votre présence et bravo à l'Académie nationale de chirurgie qui nous a offert cet échantillon de textes, mais aussi de recherche, mais aussi d'orateurs brillants. Merci à vous tous.